Bonjour, aujourd'hui je vous parlerai de l'estimation statistique. Donc jusqu'à présent, on a vu comment collecter l'information, donc à travers les techniques d'échantillonnage. Et puis une fois qu'on disposait de nos observations, il fallait les résumer, les synthétiser pour en tirer les premières informations. Maintenant, ces informations, qui sont bien entendu relatives à l'échantillon, comment les généraliser au niveau de la population entière. Alors, je vais commencer par vous parler de l'estimation d'un premier paramètre important, qui est celui de la moyenne. Donc finalement, comment avoir une idée sur la valeur de la moyenne mu? L'idée, c'est de se baser sur la moyenne x bar de l'échantillon pour finalement se rapprocher le plus possible de la vraie moyenne inconnue mu qui est elle au niveau de la population. Une approche intuitive de l'estimation de la moyenne consisterait, une fois que l'on dispose donc de nos observations, x1, x2, xn, de calculer la moyenne x bar. Et la question qu'on va se poser, x bar va-t-elle être proche ou pas de la moyenne inconnue mu? Alors un premier calcul illustré par le point rouge nous dit que voilà, x bar est proche de mu. Donc c'est pas mal, mais que se passerait-il si j'avais pris un autre échantillon? Ça peut être moins bien. Et si je prends un troisième échantillon, j'aurai bien entendu une autre valeur, comme on le voit, est autour de mu, mais qui est différente. Alors maintenant, si on a la possibilité de générer un grand nombre d'échantillons, de calculer pour chaque échantillon la moyenne x bar, que se passerait-il? Eh bien, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est que pour un grand nombre d'échantillons, la valeur x bar va se retrouver très proche de la moyenne inconnue mu. Mais on aura un certain nombre de valeurs qui vont s'en écarter. Alors la question qui va se poser est la suivante: pourquoi les observations de x bar sont-elles concentrées autour de la moyenne inconnue mu? Alors la réponse est apportée par un théorème très important en statistique qu'on appelle le théorème central limite, qui nous dit la chose suivante, que si x est une variable aléatoire dans la moyenne théorique et mu et dans l'écart type théorique et sigma, alors la variable aléatoire moyenne, que l'on note grand x bar, obtenue sur un échantillon de taille n, va tendre vers une variable normale dans la moyenne mu et dans l'écart type et sigma sur racine de n. Donc on voit bien ici que notre fameuse variable x bar est bien de moyenne mu, ce qui explique que les valeurs que l'on obtient lorsqu'on fait une observation, donc le petit x bar, va se retrouver autour de cette fameuse valeur mu. À partir de notre exemple sur les entreprises et donc leur chiffre d'affaires, on a généré 30 échantillons aléatoires et pour chaque échantillon, on a calculé la moyenne. Donc après, on a fait on a construit le tableau et on en a fait une représentation graphique. Alors on voit bien, d'après l'histogramme des fréquences,
on retrouve la forme, bien entendu, de la loi normale. Ce qui prouve que la variable moyenne est bien issue. Bon, bien sûr, il faut le vérifier, mais là, on voit bien sûr la tendance que ça provient bien d'une loi normale. Alors maintenant, prendre une décision à partir d'une seule valeur. Bien sûr, un échantillon va nous donner une seule valeur pour la moyenne qui est le x bar. Cette décision est-elle fiable? Alors pour mesurer la fiabilité, on va introduire ici la notion de probabilité. Et donc, la question qu'on va se poser est la suivante. Quelle est la probabilité que la moyenne inconnue mu se trouve pas trop loin de x bar observé? La probabilité, comme on vient de le voir, traduira pour nous notre fiabilité des mesures. Le pas trop loin, lui, il essaiera de traduire notre précision de mesure. Et donc, comment on va approcher à partir de x bar la vraie valeur mu. Donc on pourra traduire cette phrase-là par la formulation suivante. Il y a 1 moins alpha chance, ici je prends par exemple 95% de chance sur 100, que l'intervalle que je vais construire, x bar moins 1, x bar plus 1, contienne le vrai paramètre mu. Finalement, le A que l'on va chercher à déterminer constituera pour nous notre précision. La fiabilité de nos mesures sera donnée par la probabilité 1 moins alpha. On voit déjà là un lien fort entre fiabilité et précision de nos mesures. Cet aspect, on va le développer tout à l'heure. Bien, on va maintenant, en utilisant un peu de probabilité, proposer donc une solution pour encadrer la vraie valeur mu. Et donc, proposer l'intervalle x bar moins a, x bar plus a. Le premier résultat, c'est celui du théorème fondamental qui nous disait finalement que x bar suivait une loi normale dont la moyenne est mu et dont l'écart type est sigma sur racine de n. Alors, dans tout ce qu'on va voir dans cette partie, la seule inconnue pour nous est mu. Donc, on va supposer que sigma est une donnée du problème. Donc, l'écart type théorique pour nous est connu. N, bien sûr, est la taille de l'échantillon, et bien sûr, là aussi, connue. Donc, partant de ces hypothèses-là, on va voir que, moyennant une petite transformation, la nouvelle variable que je note, racine de n, x bar moins mu sur sigma, c'est une variable qui a été, c'est la variable x bar qui a été standardisée. Donc, on a retranché la moyenne et on a divisé par l'écart type. Cette nouvelle variable suit une loi dont la moyenne est 0 et dont l'écart type est 1. On a un résultat ici très intéressant. Cette nouvelle variable qui finalement dépend du paramètre inconnu mu suit une loi indépendante de ce paramètre. C'est une loi normale centrée réduite qui est bien tabulée et donc qui nous permet de faire des calculs. Donc on va utiliser cette propriété-là pour chercher une valeur de u telle que notre nouvelle variable, racine de n, x bar moins mu sur sigma, soit comprise entre moins u et u avec une certaine probabilité, 1 moins alpha, qu'on va chercher, bien sûr, comme étant une grande probabilité. Connaissant la nature de notre variable, qui est une normale centrée réduite, si je me donne la valeur de alpha, je n'ai aucun problème à déterminer la valeur de u. Une valeur classique
Pour U, si alpha est égal à 5%, on sait que U, on verra plus tard, prend la valeur 1,96 qui est une valeur très souvent utilisée. La probabilité que ma variable racine de n x bar moins mu sur sigma soit comprise entre moins U et U avec une forte probabilité va finalement me permettre de proposer avec une forte probabilité un encadrement de mu. Donc il suffit ici de faire ces petites transformations. Donc je commence par multiplier par sigma sur racine de n. Et donc je vais avoir probabilité que x bar moins mu soit comprise entre moins u sigma sur racine de n et u sigma sur racine de n, toujours avec la probabilité 1 moins alpha. Et donc que mu, finalement, est comprise entre x bar moins u sigma sur racine de n, x bar plus u sigma sur racine de n, avec, là aussi, une forte probabilité. Et donc, on voit apparaître ici quelque chose de très important, c'est l'encadrement de mu à partir de x bar, puis de la valeur u, qu'on sait déterminer lorsque alpha est connu, sigma, qu'on a supposé, bien sûr, une donnée des problèmes donc connue, et puis n, qui est la taille de l'échantillon. Donc finalement, on peut dire que avec une forte probabilité, la moyenne inconnue mu va appartenir à l'intervalle aléatoire x bar moins u sigma sur racine de n et x bar plus u sigma sur racine de n. Alors le 1 moins alpha, c'est ce qu'on appellera souvent le niveau de confiance. D'accord? Et donc on cherche bien sûr à ce que le 1 moins alpha soit assez élevé et proche de 1. Donc si on se donne une observation aléatoire, et donc x bar, le petit x bar de la variable x bar, donc bien sûr calculé à partir d'un échantillon, et bien à partir de la valeur petit x bar, on peut proposer un intervalle, d'accord, cette fois-ci numérique, qui aura la forme petit x bar moins u sigma sur racine de n, petit x bar plus u sigma sur racine de n. Cet intervalle va contenir la vraie moyenne mu, mais si maintenant je prends une autre observation et donc une autre valeur petit x bar, il se peut que ce nouvel intervalle ne contienne pas la vraie valeur mu. Si on a la possibilité de répéter cette expérience un grand nombre de fois, si je prends comme niveau de confiance 95%, ben je dirais que dans 95% des cas, mon intervalle va contenir le vrai paramètre mu. Ça signifie aussi que dans 5% des cas, il risque de ne pas contenir la valeur inconnue mu. Donc, on va dire, pour simplifier, que la moyenne inconnue mu a 95% de chances d'appartenir à l'intervalle numérique x bar moins u sigma sur racine de 1, x bar plus i sigma sur racine de 1. Donc là, une fois que vous avez votre échantillon, il suffira, en ayant fixé notre niveau de confiance, de calculer la valeur de u et puis de remplacer pour avoir notre intervalle de confiance. Maintenant, je vais revenir sur le point qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le lien entre la fiabilité et la précision. Le point de départ qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le suivant, que notre intervalle, x bar moins u sigma sur racine de n, x bar plus u sigma sur racine de n, a 1 moins alpha chance de contenir la vraie moyenne mu. Alors le 1 moins alpha, c'est ce qu'on a appelé notre fiabilité. Notre précision, elle est mesurée finalement par le u sigma sur racine de n. Et donc, on voit ici le lien
entre fiabilité et précision à travers la relation probabilité que racine de n x bar moins u sur sigma soit compris entre, ou que la variable soit comprise entre moins u et u avec la probabilité 1 moins alpha, fait qu'il y a un lien étroit entre la valeur de 1 moins alpha et u. Ce lien se fait à travers la normale centrée réduite. Par conséquent, si on veut une grande fiabilité, ça veut dire que le 1 moins alpha est grand. 1 moins alpha grand signifiera que la valeur de u va augmenter. Si la valeur de u augmente, eh bien, c'est que notre précision va diminuer. D'accord? Donc voilà le lien étroit entre fiabilité de nos mesures et précision. Donc il faut toujours chercher à trouver un équilibre entre une bonne fiabilité et une bonne précision. Ce qui fait que très souvent, le niveau de confiance 95% est choisi parce qu'il permet d'avoir un équilibre entre ces deux aspects-là. Donc, cette idée qui lie fiabilité et précision est tout à fait naturelle. Si vous voulez être sûr que votre intervalle contienne le vrai paramètre, eh bien entendu, ce que vous allez faire, c'est prendre un intervalle le plus large possible. Comme ça, on aura un intervalle contenant le vrai paramètre. Deuxième point important, c'est le choix finalement de x bar pour estimer la moyenne de la population. Donc finalement, on peut se poser la question, pourquoi ce choix-là? Les raisons intuitives, parce que finalement, pour nous, lorsqu'on parle de moyenne, on parle intuitivement de la forme 1 sur 1 somme des xi. Mais on va voir maintenant en fait que derrière, il y a des raisons théoriques qui justifient ce choix pour la moyenne de la population. Une première propriété extrêmement importante pour la variable x bar, c'est que c'est une variable, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a pour moyenne mu. On a une forte probabilité que l'observation petit x bar soit dans la zone indiquée ici pour x bar. Si maintenant je prends une autre variable dont la moyenne diffère de mu, pour les mêmes raisons, cette deuxième variable fera que pour une observation donnée, cette observation va très certainement se retrouver dans la zone qui est indiquée ici et donc assez loin du paramètre qui nous intéresse et donc le paramètre mu. Cette propriété est très importante et on dira que x bar est un estimateur non biaisé ou sans biais. Donc ça se traduit par le fait que la moyenne de x bar c'est bien mu. Donc en moyenne, si vous voulez, on vise bien la valeur moyenne mu. Si la moyenne de notre variable qu'on appelle l'estimateur est différente de mu, eh bien, ça signifiera qu'en moyenne, on va viser à côté de la cible et donc de fortes chances finalement qu'on ne se rapproche pas tout à fait du vrai paramètre mu. Donc voilà, ça c'est la première propriété très importante, c'est que notre estimateur doit être non biaisé. Une deuxième propriété qui accompagne la première, qui est illustrée ici. Donc je prends un estimateur qui est non biaisé, et puis qu'est-ce qui se passe si j'augmente la taille de l'échantillon? Donc on voit ici, puisque l'écart type de x bar c'est sigma sur racine de n, on voit que plus n augmente, plus l'écart type de x bar va devenir de plus en plus petit. Et donc les valeurs vont se concentrer autour du vrai paramètre mu. Alors cette deuxième propriété, ça sera de dire finalement que
plus la taille d'échantillon grandit, plus la variance diminue et que finalement, pour n infini, l'observation devrait tomber forcément sur mu. Donc on va dire que x bar est un estimateur convergent. Donc voilà les deux propriétés importantes pour notre estimateur qui font que le choix de x bar est justifié. Donc x bar en moyenne il vise juste, donc c'est un estimateur non biaisé. X bar est un estimateur convergent, c'est-à-dire lorsque n devient grand, la valeur de x bar va se rapprocher de plus en plus du vrai paramètre mu. Par rapport à notre petit exemple, on a calculé un intervalle de confiance pour la moyenne en supposant bien entendu que l'écart type est connu. On a pris tout simplement l'écart type au niveau de notre base de sondage, donc qui constitue notre population. Alors l'intervalle proposé au niveau 95%, c'est l'intervalle 721,42, etc. Et puis 1386,57. Donc l'intervalle que nous on a proposé ici est un intervalle qui contient bien la vraie moyenne, donc celle de la population, qui vaut ici 1003,44. Voilà, donc ce qu'on proposera nous comme intervalle de confiance, et donc dans 95% de cas, contiendrait cette vraie valeur. On peut faire ici une autre lecture maintenant de la valeur de x bar de l'échantillon. Finalement, ce qu'on va dire, au lieu de proposer une valeur qu'on appelle ponctuelle, donc celle qui est calculée à partir de l'échantillon, donc les x bar, maintenant, ce qu'on propose, c'est de dire que avec un niveau de confiance de 95%, ma moyenne, c'est x bar plus ou moins mon erreur d'estimation, qui est ici le 332,57. D'accord? Donc, au lieu de proposer une valeur, et on a vu que ça n'avait pas trop de sens, puisqu'en changeant d'échantillon, la valeur changeait, on va maintenant proposer la valeur de notre échantillon, mais on va l'accompagner d'une marge d'erreur, donc l'erreur d'estimation, et tout en précisant le niveau de confiance. Du fait qu'on a vu auparavant que lorsque le niveau de confiance change, eh bien, votre précision change aussi, et donc ici l'erreur d'estimation changera.